Madame, Monsieur, bienvenue dans Vox News, votre rendez-vous quotidien de l'actualité. Je suis Fanny Weckscheider. À la une de l'information de ce jeudi 4 mai 2017. Les bureaux de vote ont ouvert dans la matinée en Algérie pour les élections législatives. Les Algériens peu mobilisés étaient appelés à renouveler les 462 députés de leur Assemblée nationale. En Côte d'Ivoire, les autorités viennent de lancer à Abidjan une grande opération de destruction d'un marché qui vend des faux médicaments. Contrefaits et périmés, ils représentent 30% des ventes de médicaments dans le pays. Et toujours en Côte d'Ivoire, une unité combattante de 150 soldats rejoindra prochainement la force des Nations Unies au Mali pour combattre le djihadisme, une première. Bonsoir à tous. Les bureaux de vote ont ouvert ce jeudi en Algérie pour les élections législatives. Les Algériens sont appelés à renouveler les 462 députés de leur Assemblée nationale. Ceux qui vivent à l'étranger ont commencé à voter samedi 29 avril et les urnes ont ouvert depuis lundi 1er mai pour les nomades du Sahara. Sauf autorisation spéciale des autorités, les quelques 53 000 bureaux de vote auront fermé ce 4 mai à 19h local. Les résultats devraient être annoncés vendredi 5 mai. À Alger, c'est un président Abdelaziz Bouteflika visiblement affaibli qui est allé voter. Le représentant du parti du Front de Libération Nationale a remis son enveloppe à un jeune garçon qui a voté pour lui. La campagne électorale qui s'est déroulée dans le calme n'a pas pris auprès des Algériens, plus préoccupés par les difficultés économiques liées à la chute des prix des hydrocarbures ou encore à l'augmentation des taxes. Conséquence, l'abstention risque d'être aussi importante que lors des précédentes législatives. Le taux de participation n'avait atteint que 43,14% en 2012 et 35,65% en 2007. À 10h locales ce jeudi, seuls 4,13% des électeurs avaient participé aux élections. 45 000 policiers et plus de 87 000 gendarmes ont été déployés pour sécuriser ces législatives algériennes. Et nouveauté dans ce scrutin, une haute instance indépendante de surveillance des élections a été instituée par la Constitution. Parlons également élections au Rwanda maintenant. Son père avait beau être l'ancien financier du parti au pouvoir du Front patriotique rwandais. C'est pourtant contre le FPR que Diane Rwigara sera candidate à l'élection présidentielle d'août prochain. La femme d'affaires de 35 ans a annoncé sa candidature mercredi en tant qu'indépendante face au président sortant Paul Kagame. L'entrepreneur Assinapol Rwigara serait décédé en 2015 dans un accident de la route, une thèse que conteste sa fille. Mais si la disparition d'Assinapol Rwigara l'a effectivement poussée à entrer en politique, Diane Rwigara clame, elle, ne pas être là pour parler de son père. Celle qui a pris ses distances avec le FPR promet déjà de donner, je cite, la liberté aux Rwandais d'exprimer leurs pensées et de participer à la construction de leur pays. Diane Rwigara est la 4e candidate déclarée à la présidentielle rwandaise d'août 2017. Je vais combattre la pauvreté, je vais combattre l'injustice, je vais combattre l'insécurité. Ces 23 dernières années où le FPR a été au pouvoir, ils ont été incapables, pas seulement d'éradiquer la pauvreté, mais même de donner au Rwanda le minimum. La plupart des Rwandais meurent de faim, ils n'ont aucun endroit où vivre. Nous connaissons tous ici, tous ceux qui sont rwandais, ici connaissent les gens qui ont disparu ou qui se sont fait tuer. Et ceux qui ont commis ces crimes n'ont jamais été jugés. Et si on prétend vivre dans un pays qui est en paix, ce n'est pas normal que des gens soient tués ou d'autres qui disparaissent ou qui fuient le pays. En Somalie, le ministre des Travaux publics Abdoulaye Siraji a été tué par balle mercredi à Mogadiscio. La mort du ministre serait intervenue par accident, selon la police et les autorités. Le véhicule dans lequel il se trouvait aurait été touché par erreur par des tirs de garde de sécurité d'un autre responsable gouvernemental qui se trouvait à bord d'un pick-up près du palais présidentiel. Une enquête vient d'être ouverte. Abdoulaye Siraji, âgé de 31 ans, était le plus jeune membre du cabinet somalien. Il avait grandi dans le camp de réfugiés kényans de Dadaab, le plus grand du monde, avant d'être nommé ministre par le président Mohamed Abdullahi Mohamed. L'ascension d'Abdoulaye Siraji était perçue comme une source d'inspiration dans une Somalie ravagée par les conflits depuis les 25 dernières années.
Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari ne s'est pas présenté au Conseil des ministres de mercredi pour la 3e fois consécutive. Cette nouvelle absence du chef de l'État relance les inquiétudes sur son état de santé, malgré des déclarations rassurantes de son épouse mardi, en réponse aux nombreux appels lancés pour qu'il se mette en congé du pouvoir. Muhammadu Buhari avait quitté le Nigeria fin janvier pour un congé médical de plus de 8 semaines au Royaume-Uni. Le vice-président Yemi Osinbanjo avait alors assuré l'intérim de la présidence. C'est aussi lui qui a siégé mercredi donc à la tête du Conseil hebdomadaire des ministres. La semaine dernière, le porte-parole de la présidence avait assuré que le président, âgé de 74 ans, travaillait depuis la maison et qu'il avait besoin de se reposer après son traitement en Angleterre. Je sais que vous voulez savoir pourquoi le président n'était pas à la réunion. Vous êtes également conscient que le président était à son bureau hier et qu'il a travaillé à son bureau hier. Quelques jours auparavant, nous sommes venus dire qu'il a été invité à se reposer par son docteur et il a choisi aujourd'hui de se reposer et de ne pas assister à la réunion du Conseil exécutif fédéral. Monsieur le Président suivra les conseils de son docteur afin qu'il puisse récupérer beaucoup plus rapidement. Toujours de la santé. En Côte d'Ivoire, les autorités ont lancé mercredi à Abidjan une grande opération de destruction d'un marché qui vend des faux médicaments. Environ 150 policiers et gendarmes ont investi le quartier Roxy, où ils ont détruit des échoppes et saisi de nombreux cartons. Roxy est le plus grand marché de médicaments de rue d'Afrique de l'Ouest. Et selon l'ancien président de l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire, le docteur Parfait Kouassi, il représenterait 30% des ventes de médicaments en Côte d'Ivoire. Conséquence de ce marché parallèle, le secteur pharmaceutique légal enregistre chaque année une perte de 40 à 50 milliards de francs CFA, soit environ 76 millions d'euros, dont plus de 5 milliards de francs CFA destinés à l'État. Pour le docteur Kouassi, les médicaments vendus au marché Roxy sont soit mal conservés, soit contrefaits. Leur prix très bas attire selon lui une population analphabète. Le 10 mars dernier, les autorités ivoiriennes avaient incinéré 50 tonnes de faux médicaments pour une valeur estimée à plus d'1 million d'euros, soit près de 656 millions de francs CFA. Au niveau mondial, l'Institut international de recherche anti-contrefaçon de médicaments estime que les faux médicaments représenteraient environ 10% du marché pharmaceutique. Près d'un médicament sur 3 utilisé en Afrique est illicite ou contrefait, ce qui en fait la région du monde la plus touchée par ce trafic, contrôlé par le crime organisé. Retour sur le démantèlement du marché ivoirien de Roxy. Mais cette fois-ci, on a l'appui de la gendarmerie et de toutes les forces de défense et de sécurité. Donc, nous pensons que nous allons accentuer cette opération. On l'a fait aujourd'hui, le résultat, vous le connaissez, mais on va accentuer. C'est pratiquement tous les jours que nous serons sur le terrain pour que cette activité-là puisse prendre fin de façon officielle, et enfin totale et définitive au niveau de Roxy. Nous avons décidé ce matin de venir évidemment mettre fin à ces activités-là en opérant des saisies. Personne n'a appris à nous aider. Oh, les femmes sont habituées à vendre ça. Si tu dis les femmes n'ont qu'à laisser de vendre comprimés, il n'y a pas autre chose à vendre. Comment ils vont faire? Restons en Côte d'Ivoire où une nouvelle grève des fonctionnaires est lancée. Après une assemblée générale mercredi à Abidjan, des syndicats de fonctionnaires coalisés ont décidé de relancer leur mouvement social concernant leurs revendications sur des arriérés de salaire. Ces fonctionnaires sont en colère à cause de la réponse donnée lundi 1er mai par le président Alassane Ouattara. Les membres de la coalition des syndicats pour le paiement des stocks d'arriérés reprennent la grève au cours des prochains jours pour dénoncer, selon eux, le contenu des réponses données par le président de la République aux revendications des fonctionnaires lundi 1er mai à la célébration de la fête du travail à Abidjan. Réunis en assemblée générale mercredi à Yopougon, à l'ouest de la capitale économique, ils ont indiqué n'avoir rien compris au discours d'Alassane Ouattara. Si nous acceptons la trêve demandée par le chef de l'État, ont-ils conclu, nous ferions le deuil de nos arriérés de salaire. Concernant le point sur le sort des arriérés, le président de la République a dit qu'il ne maîtrisait pas cette question et qu'il fallait encore lui donner le temps pour mener des enquêtes pour situer les responsabilités. Nous disons que la question du sort des arriérés dure depuis 2010 et que beaucoup de grèves ont eu lieu dans les différents secteurs concernés par ce sort des arriérés. Des négociations ont eu lieu et des PV de réunion existent. Pour notre part, dire aujourd'hui qu'on ne maîtrise pas la question du sort des arriérés, c'est une question de renier ce sort des arriérés. L'AG a décidé de reconduire le mot d'ordre de grève du 8 au 12 mai
2017. Nous appelons tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire à se mobiliser pour le respect de ce mot d'ordre de grève. Nous disons au gouvernement que la coalition reste ouverte au dialogue. Nous voudrions qu'un véritable cadre de dialogue se crée pour la résolution définitive de cette situation qui a tant duré. Cet arrêt de travail traduit aussi le mécontentement de ce mouvement des fonctionnaires à la suite des montants de salaire présentés par le président Ouattara. Les salaires annoncés à toute la communauté nationale et internationale, clame-t-il, relèvent du faux. Pour ces travailleurs du public, c'est une manière de jeter les enseignants à la vindicte populaire. Ils ont souhaité, pour une raison d'équité, que le chef de l'État lève le voile sur son traitement et celui de ses ministres. Le président a présenté les salaires des fonctionnaires devant l'opinion nationale et internationale. Attitude que nous dénonçons, parce que le salaire fait partie de la vie privée du fonctionnaire. Ces syndicalistes ont par ailleurs condamné les attaques, assignations et interpellations de certains de leurs membres lors des grèves. Également en Assemblée générale mercredi, la plateforme nationale et l'intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire ont, elles, exprimé un engagement ferme en faveur du paiement du stock des arriérés en numéraire, fixé le délai de réception de leurs conclusions par le chef de l'État à fin mai et lancé un appel à l'unité syndicale à leurs camarades. Ils ont aussi dénoncé la publication des salaires par M. Ouattara le 1er mai au palais présidentiel. 150 soldats de l'armée ivoirienne rejoindront prochainement la force des Nations Unies au Mali. Selon l'annonce faite mercredi par le chef d'état-major des armées ivoiriennes, le général Sékou Touré, cette unité combattante sera basée à Tombouctou, une première donc. Si la Côte d'Ivoire avait déjà envoyé un peloton de transport avec la MINUSMA, elle n'avait en effet jamais déployé d'unité de combat. L'objectif de ce bataillon est le maintien de la paix au Mali. Au sein d'une coopération multinationale, il s'attaquera notamment au fléau du terrorisme. Grâce à ce retour de l'armée ivoirienne très influente en Afrique de l'Ouest avant une dernière décennie de crise politique, la Côte d'Ivoire espère donc jouer à nouveau son rôle diplomatique majeur dans la région. Nous pensons en tant que militaires que tout théâtre d'opération comporte des risques. Peut-être que les risques peuvent varier d'un théâtre à un autre. Mais nous pensons en tant que militaires que nos hommes ont été bien formés, ils ont été, comme je l'ai dit, bien sélectionnés, bien formés, et ils ont un équipement adapté. Donc nous pensons qu'ils devraient s'en sortir. C'est un engagement fort, sinon on pouvait envoyer d'autres unités logistiques. Nous avons décidé d'envoyer une unité combattante. C'est un acte fort, c'est une ambition forte en ce qui nous concerne. Il y a deux aspects. La lutte contre le terrorisme, chacun de nous le sait. Un seul pays ne peut pas lutter contre le terrorisme. Donc c'est ensemble. La main dans la main, comme je l'ai dit dans mon discours, dans une coopération sous-régionale, régionale, même au niveau du continent, que nous pouvons lutter contre ce phénomène. Ils sont, eux, britanniques et c'est au Soudan du Sud qu'ils seront déployés. 400 soldats rejoindront dans les prochaines semaines la mission des Nations Unies au Soudan du Sud. Donc, les 13 000 hommes de la MINUS, créée en 2011, interviennent pour le maintien de la paix dans ce pays gangréné par la guerre civile depuis décembre 2013. Des premières troupes britanniques sont arrivées à Djouba mardi. Ce premier contingent britannique est composé de personnel médical et de spécialistes en ingénierie. Ces hommes seront déployés dans les camps onusiens de protection des civils de Bentiu et de Malakal. Ils auront aussi pour mission de remettre en état et améliorer les routes, des systèmes d'écoulement d'eau ou encore participer à la sécurité des sites. Environ 80 personnels médicaux seront également affectés à l'hôpital de Bentiu. Ils y soigneront les civils, mais aussi les 1800 casques bleus sur place. Le déploiement de ces 400 militaires avait été décidé par le précédent gouvernement britannique, dirigé alors par le Premier ministre David Cameron. Quand nous aurons renforcé nos effectifs, nous serons près de 400 soldats. À l'heure actuelle, nous sommes environ à 220-230 soldats. Au cours du mois prochain, plusieurs vols arriveront au Soudan du Sud, ce qui nous permettra d'atteindre nos objectifs, espérons d'ici à la fin du mois de mai. Nous serons principalement là pour améliorer la sécurité et l'infrastructure physique de ces bases. Cela peut inclure l'hébergement, cela peut inclure des clôtures de sécurité, des tours de surveillance, des routes, des évacuations. Et il y a aussi des améliorations que nous pensons pouvoir faire sur le quai de Malakal, ce qui est clairement un moyen crucial d'acheminer des réserves et des fournitures à Malakal, pour tous les départements de l'ONU et certains humanitaires aussi.
À l'extrémité australe du continent, le Forum économique mondial sur l'Afrique continue de se tenir à Durban. Cette rencontre qui se tient dans la ville sud-africaine prendra fin vendredi. Le thème retenu pour cette édition 2017 de ce rendez-vous, surnommé le Davos de l'Afrique, est l'Afrique dans le nouveau contexte mondial. Dès l'ouverture de l'événement, les discussions se sont déroulées autour de l'avenir et des liens économiques des pays africains. Les jours suivants devraient permettre d'aborder les défis que l'Afrique doit affronter, notamment la baisse des coûts des matières premières dans les pays locomotifs du continent, la situation des États fragiles, la famine, la croissance inclusive, le fort potentiel offert par le numérique ou encore le développement des start-up sont certains des autres thèmes qui seront abordés au cours de ce forum. L'événement réunit cette année environ 1000 participants, dont une grande majorité d'entrepreneurs, ainsi que 13 chefs d'État et de gouvernement africains. L'Afrique du Sud est ouverte aux entreprises, car nous avons été déclassés dans notre note en termes de sous-investissement. Notre économie reste dynamique, c'est l'économie la plus avancée sur le continent africain et nous continuons d'être une porte d'entrée sur le continent africain, intégrée très fortement dans le continent africain. Nous avons un vaste programme d'infrastructures d'investissement qui se déroulera au cours des 3 prochaines années. Nous avons une population jeune et croissante, de vastes ressources naturelles et nous pensons donc que nous restons ouverts aux entreprises. À l'international, l'élection présidentielle française approche à grands pas. 4 jours avant le second tour décisif de dimanche, les 2 candidats, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, se sont rencontrés dans un dernier débat télévisé, un débat sous forme de combat de boxe. Cette dernière grande occasion de convaincre les nombreux électeurs encore indécis a été suivie par près de 16,5 millions de Français. Un sondage réalisé auprès d'un échantillon de téléspectateurs interrogés après le débat révèle que 63% considèrent qu'Emmanuel Macron s'est montré plus convaincant, contre 34% pour Marine Le Pen. La rencontre a atteint un niveau de tension extrême entre une candidate d'extrême droite constamment dans l'invective et très peu dans le fond des mesures, accusant son adversaire de soutenir une mondialisation sauvage au mépris de l'intérêt supérieur de la nation. Et en face, un candidat indépendant, centriste, pro-européen et qui accusait sa rivale de haine, de falsification et de mensonge lorsqu'il était interrompu pendant ses énoncés de propositions. De nombreux thèmes devaient être discutés dans le fond lors de ce débat de l'entre-deux tours. Ceux qui ont le plus nettement opposé les 2 candidats concernent la politique migratoire, l'Europe et les grands dossiers industriels sur fond de délocalisation dans certaines usines récemment visitées par les 2 prétendants à la présidence. Monsieur Macron est le candidat de la mondialisation sauvage, de l'ubérisation, de la précarité, de la brutalité sociale, de la guerre de tous contre tous, du saccage économique, notamment de nos grands groupes, du dépeçage de la France par les grands intérêts économiques, du communautarisme, et tout cela piloté par Monsieur Hollande. Arrêtez de dire des grandes bêtises. Pardon, vous les avez vendues aux Italiens? Madame Le Pen, je n'ai rien vendu pour ce qui est des chantiers de l'Atlantique. Moi, je suis la candidate du pouvoir d'achat. Vous, Monsieur Macron, vous êtes le candidat du pouvoir d'acheter la France, de la dépecer. Puisque dans votre société, oui, c'est important quand même de savoir quelle est la philosophie de votre projet. Dans votre société, tout est à vendre et tout est à acheter. Voilà. La France que vous défendez, c'est pas la France. C'est une salle de marché. Dans lequel, encore une fois, c'est la guerre de tous contre tous, dans lequel les salariés français devront se battre pour conserver leur emploi face aux travailleurs détachés, dans lequel les entreprises, entre elles, dans la même branche, devront se battre pour avoir les salaires les plus bas ou la durée de travail la plus longue pour essayer de conserver les marchés entre elles. C'est absolument pas la vision qui est la mienne. La question du terrorisme a également échauffé les esprits sur le plateau du débat présidentiel. 2 visions radicalement opposées se sont affrontées entre déchéance de nationalité et soutien de la jeunesse désabusée et tentée par le fondamentalisme. Quelqu'un qui se fait sauter, puisqu'aujourd'hui les terroristes que nous devons combattre et que j'éradiquerai, ce sont des gens qui se suicident dans les attentats. On l'a vu. Vous attendez l'attentat, vous? Mais je n'attends pas l'attentat. Et moi, j'attends pas l'attentat. Simplement, quelqu'un qui est dans ses dispositions d'esprit, la déchéance de nationalité brandie par Madame Le Pen, vous pensez que ça le fait trembler? Il faut aller beaucoup plus au cœur, beaucoup plus au fond, être beaucoup plus concret. Pas de leçon sur ce Pas sujet. Des principes. Non, pas de leçon, en effet. J'ai une nouvelle pour vous. Depuis novembre 2015, Schengen le permet, nous avons rétabli des contrôles aux frontières pour lutter contre les terroristes qui ont permis l'interpellation de plus de 70 000 personnes. Donc ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Abou Moussad, en 2005, dans un texte qui fait référence pour les terroristes, il dit quoi? Le plus grand souhait qu'on peut avoir, c'est que Mme Le Pen arrive au pouvoir en France. Le plus grand souhait. Pourquoi?
parce qu'ils cherchent la radicalisation, la division, la guerre civile que vous portez dans le pays. Lutter contre les terroristes, ça n'est en aucun cas céder à leur piège, le piège de la guerre civile, celui qu'ils nous tendent, celui que vous portez en divisant les Français. La grande peur, qui la manipule depuis le début, c'est vous. Qui joue avec les peurs de nos concitoyens sur le terrorisme, etc., c'est vous. La grande peur, la grande prêtresse de la peur, elle est en face de moi. Je refuse l'esprit de défaite et de haine que porte le Front National. Je veux un esprit de conquête, avec des vraies réformes, des vrais changements. Nous le ferons ensemble, mes chers concitoyens. Mais nous le ferons en étant fidèles à ce que nous sommes. Nous avons toujours été un pays généreux, un pays ouvert, un pays qui a été la lumière du monde, et pas le pays de l'obscurantisme. Retour en Afrique pour clore ce journal. Mardi, le Rwanda a annoncé la réintroduction de rhinocéros noirs d'Afrique de l'Est dans une de ses réserves naturelles. Une vingtaine de spécimens provenant d'Afrique du Sud rejoindront le parc de l'Akagera. Ce sera la première fois depuis la disparition de l'espèce dans le pays il y a 10 ans. Le transfert est opéré par l'organisation African Parks. L'Union internationale pour la conservation de la nature estime que le rhinocéros noir, qui est l'une des sous-espèces du rhinocéros africain, est en danger critique d'extinction. Dans les années 70, le parc de l'Akagera en comptait une cinquantaine, mais à cause du braconnage, l'espèce a totalement disparu du pays en 2007. Le retour du rhinocéros au Rwanda témoigne de sa volonté de conserver et restaurer la diversité naturelle du parc de l'Akagera. En juillet 2015, le pays avait déjà réintroduit des lions dans la réserve. 15 ans après leur disparition, l'Akagera se dote donc désormais des Big Five, comme on les surnomme, éléphants, rhinocéros, lions, léopards et buffles. Au Kenya, c'est le rhinocéros blanc du Nord qui est menacé d'extinction. La réserve d'Olpejeta abrite les 3 dernières sous-espèces de ce rhinocéros sur toute la planète. Le rhinocéros blanc du Nord est une des 2 sous-espèces du rhinocéros blanc et le seul capable de survivre à l'état sauvage en Afrique centrale. Malheureusement, pour ses chances de survie, le dernier mâle vivant, Soudan, âgé de 43 ans, est entouré de 2 femelles stériles. Le président directeur général du parc naturel d'Olpejeta coordonne un programme de protection ainsi qu'un traitement médical encore inédit. Il s'agit d'une fécondation in vitro pour permettre à ces derniers rhinocéros blancs du Nord de se reproduire. Le programme devrait durer une dizaine d'années. Un appel de fonds pour le financer a été lancé. Et en attendant, Soudan est protégé par des gardes armés 24 heures sur 24. Un rapport des Nations Unies et d'Interpol indique qu'environ 1300 rhinocéros ont été abattus illégalement en 2015, rien qu'en Afrique. Un braconnage qui alimente principalement le marché asiatique. Il ne nous reste maintenant que Soudan, qui est le seul mâle de la planète. Il a 42 ans, ce qui pour un rhinocéros est extrêmement vieux, probablement l'équivalent d'environ 90 ans si vous étiez un être humain. Il n'est également plus capable de monter les femelles, même s'il était fertile lui-même, et même si les femelles pouvaient concevoir. De plus, les 2 femelles qui nous restent sont stériles. La seule façon de sauver cette espèce passe maintenant par des techniques de reproduction artificielle, principalement une qui vous est familière et qui s'appelle la fécondation in vitro. Ainsi, la fécondation in vitro est quelque chose qui a été pratiqué chez les êtres humains depuis les années 1960. Et c'est une pratique courante de nos jours pour les couples stériles. On fait ça également pour le bétail domestique. Par exemple, les vaches et les chevaux. C'est une pratique courante, c'est quelque chose qui se fait régulièrement, mais cela n'a jamais été fait pour les rhinocéros auparavant. Pour pouvoir faire cela, nous devons élaborer des techniques pour éliminer les œufs des 2 femelles restantes. Nous devons ensuite faire mûrir ces œufs qui en soi est très difficile à faire pour diverses raisons que je n'ai pas besoin d'évoquer dans les détails. Fertiliser ces œufs avec du sperme stocké. Il y a beaucoup de sperme de rhinocéros blanc du Nord dans le monde entier, dans divers zoos. Créer un embryon gelé avec succès et conserver cet embryon, puis à temps trouver une technique pour réintroduire cet embryon dans une femelle porteuse de rhinocéros blanc du Sud. Femelle de substitution parce que les 2 rhinocéros femelles blancs du Nord sont incapables de concevoir. C'est quelque chose qui devra être répliqué et réalisé à l'échelle, puis nous devrons avoir un programme d'élevage au Kenya pour continuer à augmenter le nombre de rhinocéros blancs du Nord afin que finalement nous ayons des nombres suffisants pour être capables de les réintroduire dans le parc national de Garamba. Nous avons un long chemin à parcourir et il s'agit d'un programme de 10, peut-être même de 15 ans pour sauver cette espèce et nous estimons qu'il coûtera plus ou moins 9 à 10 millions de dollars. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal Vox News. Bonne suite de programme sur votre chaîne panafricaine.